Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed Chakali, je suis mauritanien, je suis journaliste et je suis indépendant. Et je suis panafricaniste. Panafricaniste au sens étymologique du terme. Et dans mon comportement et dans ce que je fais, je suis panafricaniste. Peut-être pas comme les autres panafricanistes qui disent d'eux qu'ils sont panafricanistes et dont le panafricanisme repose sur des intérêts matériels. C'est regrettable pour l'Afrique, je le dis sincèrement. صاحبي ولا انا صاحبك ولا تفهم تخمامي ولا انا قداس قامي طموحي واحلامي اكبر منك ولا تفهم تخمامي ولا انا قداس قامي طموحي واحلامي اكبر منك توحشتك يا غالي مكسومة يا غالية 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 Je voudrais répondre à un blogueur, plutôt un influenceur. Un influenceur. Un influenceur, c'est quoi? Un influenceur, c'est quelqu'un qui, sur les réseaux sociaux, il peut être une personnalité publique, il peut être simplement un citoyen, il peut être un amateur de l'audiovisuel, des réseaux sociaux. Un influenceur, c'est quelqu'un qui essaie, en véhiculant une information, de faire accepter à ceux qui le suivent ou ceux qui l'écoutent ce qu'il veut dire. Il explique comment les non-dits d'une attaque terroriste dirigée par Belmokhtar contre une caserne de l'armée mauritanienne à la frontière du Mali. Selon les enquêtes menées par certains chercheurs indépendants, François Gez, l'attaque avait des visées politiques. Et ce seraient les services secrets mauritaniens en complicité avec les DRS algériens qui avaient fomenté cet attentat contre l'armée mauritanienne qui a fait 18 morts et 20 blessés parmi les militaires. Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui c'est vendredi 10 mai 2024. Voici les plus grandes révélations. La frontière entre le Mali et la Mauritanie. Mes chers amis, aujourd'hui je vais vous montrer des maisons des Mauritaniens construites sur le territoire malien avec des drapeaux mauritaniens. Un influenceur, c'est quelqu'un qui essaie, en véhiculant une information, de faire accepter ce qu'il veut dire. Le plus souvent, et malheureusement, ces influenceurs de nos jours, et certains d'entre eux qui se disent panafricanistes, qui sont du Mali, qui sont du Niger, qui sont du Burkina Faso, qui sont aussi du Tchad, sont malheureusement quelquefois des agents à la solde du bien matériel. Je répète, des agents au service du bien matériel. C'est-à-dire que ce sont des influenceurs, ce sont des gens qui sont sur les réseaux sociaux, parfois très célèbres, parfois très connus, parfois très écoutés, parfois très suivis, mais qui sont malheureusement, pour certains d'entre eux, en mission. En mission de quoi? En mission de leur faire avaler ce qui n'est pas avalable. Plus de 40 localités du Mali, la Mauritanie avait ce n'est pas une seule localité, plus de 40 villages. La Mauritanie avait annexé plus de 40 villages. Bonjour l'Afrique et bonsoir l'Afro-descendant. C'est doyen panafricain qui répond certains Mauritaniens qui attaquent Souleymane Babo, Koné, un activiste, et qui attaque certains activistes en disant que
il provoque la guerre entre le Mali et la Mauritanie, ou bien entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et je crois que cet influenceur qui se dit mauritanien, qui se dit panafricaniste, est malheureusement très mal tombé parce que il peut se tromper lui-même. Il peut tromper les Maliens, il peut tromper ceux qui sont autour de lui, mais il ne peut pas tromper les Mauritaniens parce que nous, les Mauritaniens, on ne peut pas nous tromper. Si tu trompes un Mauritanien, c'est parce qu'il veut se laisser tromper. Parce que en matière de tromperie, les Mauritaniens sont très avancés et ils ont des techniques que ni les Maliens, ni les Nigériens, ni les Burkinabés n'ont encore découvert. Alors, je ne veux pas rentrer sur cet aspect de la question, peut-être un jour, mais je voudrais d'abord faire une première remarque. Cet influenceur qui se dit mauritanien, il n'est pas mauritanien. Il n'est pas mauritanien. Impossible qu'il soit mauritanien. Il peut peut-être être un Touareg, né en Mauritanie, de parents qui ont résidé en Mauritanie, comme ça se passe partout, entre nous et le Mali. Et il faut savoir que les premiers événements du Mali qui ont poussé des réfugiés à venir se rendre en Mauritanie, en Mbreux justement, mais pas Mbreux, le site actuel des réfugiés, mais Mbreux, le premier site qui a été ouvert les réfugiés du Mali en les années 80. Il est possible qu'il soit né là, dans un camp. Oui, normalement et logiquement, s'il est né donc en Mauritanie, même s'il n'est pas né de parents mauritaniens, il est quand même mauritanien par naissance territoriale. Mais peut-être aussi qu'il est né de parents mauritaniens parce que ses parents, après donc 30 ou 40 ans, ont opté pour la nationalité mauritanienne. Mais tout ça, il faut le mettre, et je ne sais pas, je ne maîtrise pas très bien le français, mais il faut le prendre avec réserve. Et moi, j'insiste, je persiste, et je signe qu'il n'est pas mauritanien, et je vais vous en donner la preuve. Nous allons l'écouter dans un extrait très court, mais je vous demande de l'écouter attentivement. Bonjour, bonjour l'Afrique et bonsoir l'afro-descendant. C'est doyen panafricain qui répond certains Mauritaniens qui attaquent Souleymane Babo, Koné, un activiste, et qui attaque certains activistes en disant qu'il provoque la guerre entre le Mali et la Mauritanie, ou bien entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà une fois encore un soi-disant panafricain qui est venu rentrer dans cette crise entre le Mali et la Mauritanie qui fait beaucoup de victimes sur la frontière de ces deux pays. Et il a un parti politique qui n'a rien à voir avec cette crise. Il a un mentor qui a une citation que tout le monde connaît en Afrique. Si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Mais lui, malheureusement, c'est un mauvais élève. C'est un mauvais élève. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est extrêmement grave. C'est choquant. C'est de la diffamation. C'est honteux. Et les gens comme ça, on va les combattre. On va les combattre par les idées propres, par les idées positives. Nous, on n'est pas dans le négatif. On est là pour rassembler. Écoutez bien et je donnerai mon point de vue à la fin. Nous demandons au régime, je dirais raciste, mauritanien, de se tranquilliser. Nous demandons au régime, je répète, raciste, mauritanien, de se calmer. Le Mali et l'AES représentent la prunelle de nos yeux. Il faut vous tranquilliser. Ceux qui vous envoient là, il faut leur dire que vous avez en face de vous des hommes et des femmes prêts à tout pour protéger leur dignité et leur souveraineté. Et que ces personnes-là ne céderont pas facilement à vos chantages. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut à toutes et à tous. J'espère que vous avez bien écouté ce qui a été dit par ce jeune homme du parti PPACI, qui est un parti en Côte d'Ivoire. Il se nomme Souleymane Gbagbo Koné. Voilà.
Moi, j'ai cherché toutes les raisons qui l'ont poussé à dire que le régime mauritanien est raciste. Je ne trouve pas. Je trouve un seul élément. Un seul qui le pousse à croire que c'est justificatif. Et c'est valable pour dire de telles sottises envers la Mauritanie. Parce que monsieur, certainement, comme il s'appelle Koné, Souleymane Gbagbo Koné, il s'est dit que le Mali est peut-être le pays de ses origines, de ses parents. Moi, je vais répondre certaines qui se prennent, qui sont Mauritaniens plus que tous les autres Mauritaniens. Moi, je suis Mauritanien. J'insiste, je persiste et je signe qu'il n'est pas Mauritanien et je vais vous en donner la preuve. Parce que mon pays, la Mauritanie, n'a pas aidé le Mali. Ça fait 10 ans les Maliens tombaient sous les balles des terroristes. Qui a amené ces terroristes-là? Ce n'est pas les Occidentaux? Hein? Ce n'est pas les Anglais, les Américains, les Français là-bas qui ont amené les terroristes chez nous? On ne peut pas choisir nos parents ou nos voisins. On choisit nos amis. Mali, c'est nos voisins, c'est nos parents. On n'a pas choisi. C'est Dieu qui a fait qu'on est côte à côte. On était depuis l'empire du Ghana, si vous ne connaissez pas l'histoire. Le Mali partage avec la Mauritanie l'empire du Ghana. Le Mali partage avec la Mauritanie l'empire du Manding. Qu'est-ce que vous racontez ici? Si demain Mali est occupé par les terroristes, pourquoi notre gouvernement n'a pas engagé son armée d'aller aider le Mali? Il ne l'a pas fait. Au contraire, il a bergé les terroristes chez nous, en Mauritanie. Les grands dirigeants des terroristes, ils sont logés à Nouakchott. Donc, c'est des influenceurs, mais c'est des personnes qui sont généralement payées par d'autres influenceurs plus importants pour propager des informations qui sont parfois fausses, mais surtout c'est pour capter l'opinion publique. Et là, lui, il s'adresse, en parlant, il s'adresse aux Mauritaniens en disant qu'il est Mauritanien et qu'il dénonce les agissements de son pays, mais le message, il l'adresse de façon malhonnête aux Maliens pour leur dire que la Mauritanie, bien sûr, a fait ceci, fait cela, elle abrite des terroristes, elle a ici des responsables donc, du mouvement de libération de l'Azawad, et il essaie d'expliquer ça. Mais si vous voyez les expressions qu'il a utilisées et les points sur lesquels il s'est arrêté, c'est aussi, lui, comme d'autres d'ailleurs, une véritable caisse de résonance. Donc, Nathalie Nyamb, vous l'avez entendu quand elle était à Moscou, donc les mots reviennent. L'autre jour, je vous ai passé un influenceur malien qui décortiquait donc des questions de sécurité. Il est revenu avec les mêmes expressions, et c'est des expressions qui sont enseignées à ces influenceurs pour diaboliser un pays et pour donc maquiller un autre pays. C'est un peu le rôle que ces influenceurs jouent actuellement sur les plateformes. Voilà maintenant, le Mali a trouvé un autre partenaire puissant. Ils sont en train de sécuriser notre pays. Donc vous avez bien entendu, il était mauritanien au début de sa chronique, et puis il a dit lui-même, de lui-même, que les Russes sont une puissance et qu'ils sont en train de sécuriser son pays. Le Mali a trouvé un autre partenaire puissant. Ils sont en train de sécuriser notre pays. Et son pays, s'il est sécurisé par les Russes, ce n'est pas la Mauritanie, parce que la Mauritanie n'est pas sécurisée par les Russes. Donc, ça veut dire qu'il s'agit bien du Mali, et il a dit lui-même de lui-même que son pays était le Mali. Ils sont en train de sécuriser notre pays. Donc, c'est des influenceurs qui sont, ils sont payés, ils sont soutenus, évidemment, pour envahir les plateformes et essayer de tromper l'opinion publique. Mais l'opinion publique, ce n'est pas l'opinion publique mauritanienne. Évidemment, il ne faut pas tromper l'opinion publique mauritanienne. Donc, vous avez bien entendu,
Il était mauritanien au début de sa chronique, et puis il a dit lui-même, de lui-même, que les Russes sont en train de sécuriser son pays. Pourquoi notre pays n'a pas aidé le Mali à combattre les terroristes? Il n'a pas fait. D'accord. Mais les Maliens, ils ont droit de sécuriser leur pays. Et s'il vient cette frontière-là, où il y avait des populations mauritaniennes qui ont habité là-bas depuis l'année 60, notre gouvernement ne les a pas expliqué que cet endroit-là, c'est le territoire malien. Les pauvres Mauritaniens, ils ne savaient pas. Et ils vivent là-bas parce qu'on est le même peuple. Mais vous croyez que si notre État a aidé le Mali à combattre les terroristes, le Mali va venir dire à ces gens-là de quitter ce territoire-là? Ils ne vont pas le faire. Mais la Mauritanie n'a pas aidé. Au contraire, notre gouvernement a reçu Van der Leyen à Nouakchott avec le truc de l'OTAN. Le base militaire qui va quitter le Niger, qui a été chassé par les Nigériens. Tous les médias disent qu'il y a une partie qui va être bergée en Mauritanie. Pourquoi notre gouvernement ne sort pas de démentir ça? Donc les ennemis du Mali vont venir se berger en Mauritanie. Ils ont le droit de défendre leur territoire. Moi, en tant que Mauritanien, je vais dire et je me battrai sur la vérité. Les Mauritaniens, ouvrez vos yeux. Si notre gouvernement hasarde de déclencher une guerre avec le Mali, il a agressé le Mali. Notre gouvernement qui est agresseur. Pourquoi je vous dis qu'il n'est pas mauritanien? Il est peut-être né en Mauritanie. Il a peut-être réussi par des acrobaties multiples, ou pas multiples, d'avoir obtenu la nationalité mauritanienne. Et peut-être que ses parents, s'il en a, se sont eux aussi donc fait octroyer la nationalité mauritanienne. Parce qu'il faut savoir que dans cette bande, dans cette dorsale que je vais vous montrer, donc dans cette dorsale que je vais vous montrer, dans certaines parties de cette dorsale, là, par exemple, voilà, je vais vous expliquer. Vous avez là, à partir de cette zone, Gundam, là, et jusqu'à Tombouctou, et dans une courbe qui irait jusqu'à Nara, par exemple, ici vous avez beaucoup de Maliens qui peuvent avoir peut-être la possibilité d'avoir la nationalité mauritanienne parce qu'ils ont des parents qui sont nés sur le territoire mauritanien, parce que leurs parents donc sont nés aussi sur le territoire mauritanien, ou parce que simplement, comme ça arrive partout dans le monde, et d'ailleurs je n'ai pas besoin de rappeler que le Mali, par exemple, est l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest où la nationalité et le passeport s'obtiennent à prix de petits pains. Bon, ça, tout le monde le sait, ce n'est un secret pour personne. Bien que dans les autres pays aussi, ça arrive. Mais il n'est pas mauritanien. Pour moi, il n'est pas mauritanien. Il ne peut pas être mauritanien. Parce que s'il est mauritanien, il doit au moins être franc dans ce qu'il dit. Il doit être franc dans ce qu'il dit parce que il ne sait pas que le Mali, sans la Mauritanie, serait un pays non pas divisé en deux parties comme il était depuis quelques années maintenant, parce que vous savez que le Mali a 82% de son territoire qui est occupé ou qui était occupé par les forces armées qui luttent contre le régime. Ce n'est un secret pour personne, même les états-majors. J'ai dit les états-majors, pourquoi? Parce que j'ai dit l'état-major malien et l'état-major mauritanien, ces états-majors le savent très bien. Donc, vous avez toute une zone qui est pratiquement désertique, toute une zone qui est plutôt contrôlée par des groupes armés. Je ne veux pas revenir là-dessus. Les citer, ce n'est pas la peine, vous les connaissez tous. Donc, le Mali a 82% de son territoire qu'il a perdu. Et il ne le cache pas. Il dit que les forces qui ont épaulé le Mali dans la lutte contre le terrorisme ne sont pas venus à bout donc de ce phénomène et qu'il
il fallait s'en débarrasser. Donc, je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il s'agit là du coup de pied qui a été donné à la France pour sortir du pays. Et ensuite, donc, à d'autres pays, en tout cas sur le plan sécuritaire. Et à la musique de la fanfare, on a souhaité la bienvenue aux Russes qui sont présents à travers Wagner, qui est donc un groupe de mercenaires qui officiellement ne dépend pas de Moscou, mais qui officieusement travaille en étroite collaboration et en parallèle avec la politique de l'Union de la Russie en Afrique. Alors, je voudrais simplement dire à ce monsieur, qui n'est pas mauritanien, il ne peut pas l'être. Un Mauritanien ne parlerait pas comme ça. Il ne parlerait pas comme ça. Parce que quand on est deux pays amis et deux pays frères et voisins, il est important que chacun de nous, que nous soyons influenceurs, journalistes, que nous appartenons à la société civile, et même que nous soyons des militaires, nous devons œuvrer pour l'entente entre les deux pays voisins. Parce que c'est quand deux pays sont voisins, normalement ils ont des intérêts. Ces intérêts sont économiques entre certains pays. Mais au-delà même de l'aspect économique, des relations qui unissent le Mali à la Mauritanie, il y a l'aspect sécuritaire qui est très important. Pourquoi l'aspect sécuritaire? Parce que la Mauritanie est un pays qui a une frontière de 2200 km, qui est une dorsale, voilà, je vous la montre, qui est une dorsale, et cette dorsale, elle est en partie vierge. Elle est en partie vierge parce que là, si vous avez le haut, je vous montre un peu, peut-être par là, vous avez Taoudeni. Taoudeni, c'est l'extrême nord du Mali, Taoudeni, et là, vous avez Tessalit. Donc, je ne sais pas il y a combien de kilomètres qui séparent ça, mais là n'est pas le problème. Et le problème est ce demi-cercle-là que vous voyez. Là, ce demi-cercle-là que vous voyez, ce demi-cercle, à l'intérieur du Mali, est une zone où l'armée malienne ne peut rien. Elle ne peut rien. L'armée malienne n'y peut rien, elle ne peut rien. Elle ne peut pas surveiller ce territoire-là, elle ne peut pas vraiment avoir une base là. C'est trop risqué pour même la sécurité des hommes. Parce que le Mali, si vous voulez, une concentration de population dans cette zone-là. C'est une concentration de population dans cette zone-là qui commence de Tombouctou, donc vers Gao, Menaka, et qui descend donc ici vers la frontière de la Côte d'Ivoire. C'est cette zone qui est une zone de concentration des populations. Alors, ce demi-cercle que j'ai montré, il est en territoire malien, mais il faut bien quelqu'un pour le protéger. Donc les Maliens, n'ayant pas la capacité de le faire, parce qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent mener des opérations ponctuelles, ils peuvent venir faire parfois des ratissages, ce qu'ils font de temps en temps, mais ils ne peuvent pas, parce que d'abord la zone n'est pas habitée, et c'est une zone à très haut risque pour l'armée malienne, parce que c'est une zone très hostile. C'est un grand désert, pratiquement inaccessible, où s'aventurer est déjà un risque. Donc, qui va s'en occuper, c'est la Mauritanie. Donc c'est la Mauritanie, je l'ai toujours dit, qui verrouille cette zone par la moitié de l'autre cercle. C'est la Mauritanie qui est là, parce que la Mauritanie, elle a une capacité militaire qui lui permet donc d'avoir un contrôle et un regard sur cette zone, le demi-cercle, qui est à l'intérieur de ce territoire mauritanien. Et ce qui fait que, l'autre demi-cercle profite de cet avantage pour eux. Maintenant, en ce qui concerne les problèmes qui se posent entre la Mauritanie et le Mali, il faut savoir deux choses. Que ici, par exemple, voilà, vous avez ici une intuition, si vous voulez, du territoire mauritanien qui rentre à l'intérieur donc du Mali. Et puis vous avez là plus loin, là, vers Nioro, vous avez une autre intuition, mais cette fois du territoire malien
qui rentrent à l'intérieur de la Mauritanie. Et là, ici, un peu à la verticale de Caille, vous avez encore une autre intuition du territoire mauritanien à l'intérieur du Mali. Alors, pourquoi j'appelle ça, je l'appelle intuition? Parce que c'est, si vous voulez, un tracé de frontière qui n'est pas très compliqué entre la Mauritanie et le Mali. Le tracé de la frontière n'est pas compliqué. Parce que vous avez une ligne rectiligne, celle-là, donc qui va du nord pratiquement du Mali jusqu'à ici au niveau de Goundam. Bon. Et puis après, vous avez, bon, c'est très facile avec les moyens modernes de pouvoir donc faire un tracé physique qui correspond un peu, ou beaucoup d'ailleurs, à la réalité. Mais dans ces zones où j'ai parlé d'intuition, qui sont des pénétrations, des intersections ou des interpénétrations de territoires dans l'un ou dans l'autre des pays. Ce qui fait que les populations qui sont dans cette zone, dans ces zones, parfois elles sont maliennes et elles ont envie de vivre en Mauritanie, et parfois elles sont mauritaniennes et elles ont envie de vivre au Mali. Donc, pour le cas qui a préoccupé, qui a surtout fait lever le ton, ou augmenter le ton sur les affaires de sécurité entre le Mali et la Mauritanie, vous avez Darnaï. Effectivement, là, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas un doute sur la territorialité de cette localité. Elle est bien un territoire malien, à l'intérieur du territoire malien. Il n'y a pas d'équivoque. Simplement, oui, le problème c'est que les Maliens ne vivent pratiquement pas là, ou peu. C'est les Mauritaniens qui vivent là, et parce que les relations étaient tellement bonnes entre les deux pays, les Mauritaniens ont donc construit là une école qui profite à la fois aux enfants des Mauritaniens vivant là, qui sont là depuis certains 50 ans, et aussi pour les Maliens. Aujourd'hui, je vais vous montrer des maisons des Mauritaniens construites sur le territoire malien avec des drapeaux mauritaniens. Maintenant, le Mali, dans sa configuration politique, dans sa configuration sécuritaire, il veut récupérer tout son territoire. C'est tout à fait normal qu'il récupère tous ces territoires. Et l'un des blogueurs, je vais vous le faire entendre, a dit que dans cette reprise du territoire, ou de cette récupération du territoire, que les Maliens ont donc, je crois qu'il a utilisé le mot libéré, plus de 40 localités qui étaient des localités occupées par la Mauritanie. La Mauritanie avait annexé plus de 40 villages. Le terme occupé est un terme qu'il ne faut pas employer de façon abusive. Parce que occupé, c'est un terme qui désigne donc une présence militaire qui s'impose dans cette partie du territoire. Donc, ce n'était pas le cas. C'est simplement une entente entre les habitants de localités qui sont voisines et proches, et qui a fait que donc il existe ces poches de population d'un ou de l'autre des pays qui sont dans l'un ou de l'autre côté des frontières. Et quelqu'un disait donc comme histoire que Nara, par exemple, Nara qui est à la verticale de Nema, Nara est une ville que les Mauritaniens appellent Nouara. Nouara, pourquoi? Parce que c'était une femme qui était venue là faire un petit arrêt bivouac pour les transports entre le Mali et la Mauritanie. Et son petit arrêt bivouac s'est transformé en restaurant, et en restaurant en quartier, de quartier à une ville maintenant qui s'appelle Nara. Mais dans cette localité, évidemment, il vit beaucoup de Mauritaniens. D'ailleurs, que des Mauritaniens, peut-être même s'ils sont nés au Mali, ils ont des documents civils maliens, c'est des Mauritaniens. Mais ces Mauritaniens, et on ne le conteste pas, la Mauritanie ne le conteste pas, sont des Mauritaniens qui vivent sur le territoire du Mali. Donc, il y a des cas un peu partout. Mais le fait que, par exemple, l'entrée de... moi, je retiens dans tout ce qui s'est passé comme événement deux choses qui sont inacceptables.
Deux choses. La première chose, c'est que ce soit donc des Russes qui viennent à Darnaïm et qui viennent et qui terrorisent les Mauritaniens qui vivent là. Que les Mauritaniens vivent même sur le territoire malien ou qu'ils vivent sur un territoire mauritanien, les terroriser, c'est inadmissible. Ça, c'est la première chose. Mais les terroriser par des Russes, ça, c'est inacceptable. Ça, c'est la première faute qu'a commise donc l'armée malienne. La deuxième chose, c'est que l'armée malienne est venue et elle a arraché le drapeau mauritanien d'une structure, d'un édifice public qui est mauritanien. L'édifice public est mauritanien, il est construit sur le territoire malien. Donc, si l'armée malienne était une armée disciplinée, je veux dire disciplinée diplomatiquement, disciplinée administrativement, les choses ne se seraient pas passées comme ça, parce qu'on ne vient pas dans une localité où il n'y a que des Mauritaniens, on prend un drapeau, même si le drapeau est sur le territoire d'un pays qui n'est pas la Mauritanie, il y a quand même des approches et il y a des méthodes à suivre. L'armée malienne pouvait simplement demander à l'ambassade de Mauritanie au Mali, est-ce qu'ils se souviennent d'ailleurs qu'il y a une ambassade là, les militaires maliens, et qu'ils leur disent que voilà, ils vont maintenant faire flotter le drapeau malien sur un édifice dans cette localité et qu'ils demandent à la Mauritanie, elle, de retirer son drapeau. C'était un cérémonial très symbolique qui ne se passe pas comme les militaires l'ont fait. Mais moi, je ne suis personnellement pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que j'ai comme l'impression que les soldats de l'armée malienne ne sont pas... ceux qui viennent avec Wagner ne sont pas des soldats maliens de formation militaire, de formation académique militaire, je ne crois pas. Parce que Wagner, on l'a vu, ça s'est passé en Syrie, ça s'est passé en Centrafrique, et dans certains pays où ils se font épauler par des recrues locales. Ce n'est un secret pour personne, tout le monde le sait. Et là, quand on n'est pas bon et recruté par quelqu'un qui n'est pas bon, on ne peut pas être bon. Parce que la milice Wagner n'est pas une armée régulière, ce n'est pas une armée qui a reçu la formation militaire, une formation militaire dans son concept professionnel. Non. C'est des mercenaires, c'est des gens qui ont été recrutés dans des prisons de haute sécurité, parfois pour des viols multiples, parfois pour des casses dans des magasins, parfois et beaucoup pour des crimes de sang. Et ils sont enrôlés dans ce mercenariat en contrepartie de leur libération. Donc ils n'ont pas eu le temps d'apprendre ce qu'ils doivent faire, et d'ailleurs ça ne les intéresse pas. On les briefe, on leur dit pourquoi ils sont recrutés et l'objectif pour lequel ils sont recrutés. Ils sont très bien payés, donc ils font ce qu'ils veulent. Parce que l'esprit n'a pas changé. C'était un voyou, par exemple, de Moscou ou de Leningrad, qui a une tenue paramilitaire. Donc l'esprit n'a pas changé. C'est peut-être l'habillement qui a changé, ce qui lui donne un peu de force pour faire ce qu'il veut. Et pourquoi j'ai dit que je ne pense pas que les groupes Wagner soient accompagnés de soldats maliens? Parce qu'à plusieurs reprises, il a été déclaré dans leur descente dans certaines localités qu'ils volent, c'est volé. Ils prennent l'argent à des vieux, ils prennent des moutons à des familles, même quelqu'un a dit qu'il leur gaz et tout ça. Donc c'est des gens qui s'adonnent à des actes qui ne sont pas responsables et qui sont d'ailleurs très bas, c'est très mesquin, ça dénature même le visage de l'armée malienne. Voilà. Donc je vais vous retrouver dans une prochaine chronique. Je vous remercie de votre attention.